Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé, nous commençons avec du retard que nous allons nous faire l'effort de rattraper. Bienvenue à ce webinaire qui est co-organisé par plusieurs institutions. Ce sont le réseau Alerte et le réseau Pandora qui vise à faire face aux épidémies par la recherche en Afrique. Il y a également l'Académie africaine des sciences, le bureau régional de l'OMS Afrique, l'Union africaine. Alors, ce matin, nous avons deux orateurs. Nous avons le professeur Francine Outoumi. Professeur Francine Outoumi est enseignante, chercheur à la faculté des sciences et techniques de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Elle est aussi professeure associée à l'Institut de médecine tropicale de l'université de Tübingen en Allemagne. C'est la présidente de la Fondation congolaise de la recherche médicale. Elle est coordinatrice du consortium panafricain Pandora et aussi vice-présidente de l'Académie africaine des sciences pour l'Afrique centrale. Nous avons également le professeur Piero Oliaro, qui est deuxième orateur. Lui, il est professeur de maladies infectieuses liées à la pauvreté à l'université d'Oxford. Il est directeur scientifique du réseau ISARIC, qui est le consortium international sur les infections respiratoires aiguës, sévères et émergentes. Il a travaillé pendant 25 ans au programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales à l'OMS. Et moi-même, Anani Badje, je suis médecin épidémiologiste, coordinateur du Work Package 1 du consortium Alert qui co-organise ce webinaire. Le réseau Alert, pour rappel, vise à mettre en place un réseau de recherche clinique et de laboratoires durables pour faire face aux épidémies en Afrique subsaharienne. Alors, nous avons une heure de webinaire. Nous avons accusé quelques minutes de retard. Environ 30 minutes de présentation et le reste du temps sera consacré aux questions. Vous avez en bas de votre écran l'icône Q et R. C'est pour poser les questions. Vous pouvez cliquer et juste enregistrer votre question. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole au professeur Ntoumi qui fera sa présentation en 15 minutes environ. Elle va nous parler des essais cliniques en Afrique dans le contexte de Covid-19. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Anani. Bonjour tout le monde. Alors, je remercie le réseau Alerte et puis tous les partenaires pour cette invitation à discuter sur les essais cliniques et les traitements en Afrique contre l'infection avec SARS-CoV-2 ou la maladie Covid-19. Donc, les essais cliniques en Afrique, donc en période de situation de pandémie. Alors, next slide, l'autre, je pourrais avoir, merci. Alors, actuellement, la situation de cette infection, de cette pandémie, on a 414 000 cas confirmés, plus de 10 000 décès et 195 000 cas guéris, donc sur la base donc, des résultats pris sur le site de l'Africa CDC, site mis à jour. On voit très bien que le nombre de cas reste quand même très inférieur à la situation en Europe. Slide suivante, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne les essais cliniques, pourquoi est-il important que l'Afrique s'implique plus dans les essais cliniques? D'abord, l'Afrique est le deuxième plus grand continent qui comprend 23% de la population mondiale. Nous savons tous que le marché de nouveaux médicaments est en pleine expansion et pourquoi l'Afrique n'y participerait pas principale. La conception et le développement de médicaments et de vaccins sont un processus long et complexe, donc l'Afrique peut participer à différents niveaux, des stades précliniques jusqu'aux phases 4 des essais cliniques. Et surtout, l'Afrique ne peut pas continuer à n'être que consommateur de tout ce qui est développé ailleurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Quand on regarde la situation, le financement de la recherche et du développement en santé, on voit que sur l'ensemble des essais cliniques menés dans le monde, l'Afrique n'héberge que moins de 1% des essais cliniques. Et en ce qui concerne les maladies infectieuses dont nous portons un fardeau très important, très peu, 2%
en ce qui concerne HIV/AIDS, paludisme et tuberculose. L'autre diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous devons participer, nous, scientifiques africains, devons participer aux essais cliniques. Pourquoi? Pour fournir déjà les données épidémiologiques de base. Quelle est la situation des différentes infections dans notre pays? Pour Covid-19, que se passe-t-il? On voit très bien que l'épidémie avance différemment suivant les pays. Il y a plus de cas asymptomatiques. Mais quels sont les chiffres réels suivant les contextes épidémiologiques? Nous devons être impliqués aussi dans la recherche fondamentale, dans la recherche clinique, dans la recherche opérationnelle. En ce qui concerne les publications, partout, nous avons vu qu'il y a plus de 195 000 guéris du Covid en Afrique. Quels ont été les traitements donnés et comment ont-ils été donnés? Donc, il y a un besoin de publier ces résultats pour mieux mesurer l'efficacité. Ensuite, les interventions autres que les interventions thérapeutiques, quelles sont-elles? Quel est leur impact? L'utilisation des masques et autres outils, le lavage des mains, quelle est l'adhésion de la population à ces interventions? Donc, il y a besoin aussi en sciences sociales de recherche menée en Afrique. Et bien entendu, nous devons participer activement aux études en cours, donc en ce qui concerne les vaccins, les traitements et la prévention, et renforcer les collaborations. Nous avons besoin de collaborations plus nombreuses et diverses. Next slide. Qu'est-ce que l'Afrique? On a des besoins, mais on a aussi beaucoup à offrir. En termes déjà de contexte épidémiologique, ensuite, en termes d'infrastructure, il y a maintenant beaucoup de sites prêts qui conduisent des essais cliniques, vaccins, médicaments, en utilisant cette carte de l'EDCTP qui montre donc les capacités donc au niveau sur le continent les essais cliniques. Voit bien, et c'est vrai qu'il y a une différence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. On voit bien que l'Afrique du Sud est la zone où il y a le plus grand nombre d'essais cliniques. Mais là aussi, suivant donc les thématiques, recherche basique, vaccination, thérapeutique, prévention, pesticides, etc. Donc, on voit bien que là, différents sites ont différentes possibilités à offrir et évidemment, beaucoup de personnels qualifiés sont présents, next slide, sont présents pour pouvoir participer et participer à des essais cliniques répondant aux standards internationaux. Donc, toujours dans que peut offrir l'Afrique, donc évidemment les environnements divers, des populations avec diversité génétique, ethnique, donc cela permettra de pouvoir déterminer donc des profils d'efficacité, de toxicité, peut-être différentes. Voilà, donc c'est très important que l'Afrique, dans sa globalité, puisse participer. Et puis, il existe aussi, on a à offrir de nombreux réseaux. Le DCTP, Wellcome Trust ont financé beaucoup de réseaux qui œuvrent sur les maladies infectieuses. On a Alerte qui organise ce webinaire aujourd'hui, Pandora, réseau que je coordonne, mais il y a des réseaux d'excellence de l'EDCTP, de Delta, qui sont là avec l'infrastructure, des compétences et qui peuvent participer immédiatement aux essais cliniques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Merci. Mais évidemment, tout n'est pas facile en Afrique, nous le savons très bien. Il y a encore beaucoup de défis pour pouvoir conduire des essais cliniques sur Covid-19, des essais cliniques qui répondent aux standards internationaux. Il faudrait continuer à renforcer la formation et les échanges entre les autorités de régulation, entre les comités d'éthique,
les interactions avec Avaref ont beaucoup apporté, mais cela doit être renforcé. La préparation des communautés, on a vu qu'il y a eu beaucoup de débats ces dernières semaines au sujet des essais cliniques en Afrique, et peut-être que avec l'affolement des réseaux sociaux, peut-être que nos communautés sont un peu inquiètes et seront moins heureuses de participer aux essais cliniques. Il faut travailler avec elles, les tenir informées de la recherche. Donc, il y a une préparation à faire de ce côté-là. La presse locale aussi, pour qu'elle puisse apporter les vrais messages, une vraie information. Donc, il y a une collaboration et des préparations à mettre en place. Ensuite, en ce qui concerne cette pandémie, on voit bien qu'aussi ce sont des opportunités qui arrivent. Les bailleurs de fonds sont organisés pour soutenir la recherche sur les vaccins, les traitements. Donc, il y a des opportunités pour de nouveaux sites pour conduire des essais cliniques. Nous avons vu que l'Afrique centrale, par exemple, reste ce corridor blanc ou gris. Il faudrait qu'il noircisse un peu plus, donc beaucoup plus d'essais cliniques. Donc là, il y a des opportunités de formation, d'acquisition de nouvelles compétences et évidemment des opportunités de nouvelles collaborations. Pas toujours avoir les mêmes entre le nord et le sud, mais avoir plus de sud-sud et de nouvelles nord-sud, par exemple. Et là aussi, la question majeure, est-ce qu'un traitement qui a montré son efficacité en Europe aura la même efficacité en Afrique? Cela doit être vérifié et je pense que la présentation que va faire professeur Oliaro va déjà nous apporter un certain éclairage par rapport à cette réponse. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour les échanges importants que nous allons avoir après la présentation du professeur Oliaro. Merci. Ok, merci beaucoup, professeur Ntumi. Merci pour votre exposé. Je rappelle que nous prendrons les questions après la présentation du professeur Oliaro. Et vous avez une icône Q et R juste en bas. Une icône Q et R juste en bas. C'est ça qu'il faut cliquer pour poser vos questions. Alors, je vais passer la parole au professeur Oliaro qui va parler de quelques résultats de l'essai Recovery qui a testé plusieurs molécules, l'efficacité de plusieurs molécules dans la prise en charge des patients atteints de COVID hospitalisés. Donc, c'était des patients qui étaient plutôt sévères. Voilà. Le professeur Oliaro participe également à COPCOV, qui est un essai, mais qui est plutôt dans la prévention avec l'hydroxychloroquine. Donc, il dira un mot sur tout cela en restituant le contexte de ces essais-là un peu dans la situation africaine. Donc, professeur Oliaro, à vous. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Ok. Bonjour à tout le monde. Je vais donc essayer rapidement de passer en revue les résultats de certaines études, vous parler d'études programmées, mais aussi surtout dans l'esprit de voir quelles sont les implications justement pour l'Afrique, comme l'a dit le professeur Ntumi juste avant moi. Déjà, avant de commencer, je veux déjà dire que je ne fais pas partie moi-même des chercheurs impliqués dans l'étude Recovery, donc je présente ces données partagées par le professeur Hopi d'Oxford. Pour ce qui est des diapos concernant l'étude COPCOV, elles ont été préparées par le docteur Schilling. Et je vais parler aussi de certaines données qui ne sont pas encore publiées sur une revue systématique. Et je remercie les auteurs, les docteurs Manoran et Watson, pour avoir partagé leur information. Déjà. Alors, l'étude Recovery est une étude qui est innovante sur le plan du design parce qu'il y a plusieurs traitements qui sont testés en même temps ou les uns après les autres par rapport à, d'un côté, la disponibilité des traitements, mais aussi les résultats, comme on va voir tout à l'heure.
Donc, il y a des traitements antiviraux, par exemple l'opinavir et ritonavir, l'hydroxychloroquine et le plasma, mais aussi des traitements systémiques, genre la dexaméthasone, l'azithromycine et des anti-inflammatoires aussi. Le design, comme vous voyez ici, c'est une étude randomisée et le traitement de référence est le traitement standard. Vous avez, je vous montre ici comment dirais-je, la première version de l'étude parce que les choses évoluent. Mais pour l'instant et pour la présentation d'aujourd'hui, je vais parler de deux traitements, de l'œuvre à traitement, la dexaméthasone et l'hydroxychloroquine. Le traitement est différent, bien sûr. La dexaméthasone, c'est à faible dose. Et l'hydroxychloroquine, la dose est dosée par rapport aussi au poids. Le critère d'efficacité est la mortalité à 28 jours. C'est une étude simple sur le plan qui a été simplifiée pour que l'on puisse effectivement avoir plusieurs inclusions et très rapidement. Des effets secondaires sont les critères d'efficacité secondaire sont la durée d'hospitalisation et la nécessité justement d'utiliser une ventilation, l'intubation en fait. Comme vous voyez ici, l'âge est plutôt l'âge des patients se situe surtout entre les 50 et 85 ans. Donc, c'est une tranche de population qui est assez âgée, avec une moyenne aux alentours de 65 ans, 66. Voilà. Là, vous voyez aussi la mortalité dans le bras de contrôle par rapport au jour. Et vous voyez aussi que la mortalité, le risque augmente en fonction de l'âge. On passe de 8% pour les relativement jeunes en dessous de 50 ans jusqu'à 40% pour les 80 ans et plus. Il y a, comme vous voyez aussi, plus de morts chez les hommes que les femmes. Et bien sûr, par rapport à la gravité de la maladie, donc par rapport aux besoins en oxygène. L'hydroxychloroquine, comme vous l'avez sans doute vu déjà auparavant, les résultats ne sont pas favorables. Okay? Et comme vous voyez ici dans le graphique de Kaplan-Meier, il n'y a pas de différence entre les deux, dans le sens que le risque relatif est d'environ 1,1, donc avec un intervalle de confiance qui dépasse l'unité, donc la différence n'est pas statistiquement significative. Vous voyez aussi un élément qui est très important, c'est qu'on a commencé à recruter les patients dans le bras hydroxychloroquine au mois de mars, le 21, mais on a arrêté déjà le 5 juin. Donc, on est arrivé à une réponse rapidement au bout d'environ 76 jours. Et là, vous avez des résultats cumulés qui montrent effectivement que par rapport aux différentes caractéristiques, etc., il n'y a pas de différence. Et si jamais les choses ne sont pas en faveur de l'hydroxychloroquine. Donc, la décision a été d'arrêter les recrutements de ce bras de traitement. Et il y a eu toute une série de conséquences dont on pourra parler aussi tout à l'heure, mais dont aussi le fait que à la fois l'OMS et d'autres et des agences réglementaires aussi ont arrêté les inclusions dans des bras de traitement, des études de traitement de patients enfin, l'hydroxychloroquine. Voilà. Par contre, les résultats de la dexaméthasone sont très différents.
Et comme vous voyez ici, donc la dexaméthasone est la ligne rouge, on voit que l'efficacité de la dexaméthasone est très importante dans le graphique que vous avez en bas, tout en bas à droite, chez les patients dont la maladie est plus avancée. Donc, c'est l'onglet D, Invasive Mechanical Ventilation. Cet effet demeure toujours, mais moins important chez les autres qui ont besoin d'oxygène, mais pas d'intubation. Donc, c'est l'onglet C, Oxygen Only. Par contre, il n'y a pas d'effet favorable, il n'y a pas d'effet en fait, chez les patients qui n'ont pas besoin d'oxygène. Et vous avez dans l'onglet A tous les participants où on voit qu'il y a une différence entre les traitements à la dexaméthasone avec la dexaméthasone sans. Dans ce cas de figure, néanmoins, ce résultat, comment dirais-je, cumulé n'est pas tellement utile parce que ce qui compte effectivement, c'est la gravité de la maladie. Et donc, les patients qui ont besoin d'oxygène. Donc, les onglets en bas, C et D. Attends, je reviens en arrière. Voilà. Pour résumer, les résultats principaux, c'est que là, il y a une réduction de la mortalité d'environ un tiers chez ceux qui ont besoin justement d'intubation, de invasive mechanical ventilation. Il y a une réduction d'environ 20% chez les autres qui ont besoin d'oxygène, mais il n'y a pas de différence pour les autres. Et ceci est très important quand on pense à l'utilité de ces traitements, de ces résultats, et comment est-ce qu'on peut les traduire pour l'utilisation et les besoins par rapport aux besoins en Afrique. Alors, ceci aussi pour dire donc que la population des études en général, ce qu'on connaît aujourd'hui, que vous voyez dans les publications, dans les études, etc., et aussi dans les rapports que l'on fait de façon régulière sur le site ISARIC sur les patients hospitalisés. Le dernier rapport, par exemple, dans le dernier rapport, nous avons environ 40 000 patients, mais ces patients représentent la population surtout de patients dans des pays, soi-disant, riches, notamment surtout l'Europe et l'Angleterre, où on a une structure de la population qui est vraiment biaisée vers les âges plus avancés, comme vous pouvez voir dans ce graphique, et où 17% de patients ont eu besoin d'être traités aux soins intensifs. Donc, il faut avoir ça en tête quand on pense à comment est-ce que ces résultats seront importants pour l'Afrique. Les deux médicaments dont on a parlé, chloroquine, hydroxychloroquine et la dexaméthasone, sont des traitements très bon marché, très bien connus, qu'on retrouve, on peut avoir un peu partout. La dexaméthasone offrant aussi l'avantage d'être disponible à la fois en tant que traitement oral et traitement injectable par rapport donc aux besoins. Mais dans ce cas de figure, il y en a un, l'hydroxychloroquine, qui ne marche pas dans des conditions dans lesquelles on l'a utilisé dans le traitement, et l'autre qui marche très bien, mais dans certaines conditions pour certains patients.
Donc, j'ai abordé rapidement le fait que voilà, il faut interpréter ces résultats en fonction aussi de ce qui seront les besoins et le profil aussi des patients en Afrique par rapport aux patients européens. Mais aussi, et maintenant je passe à la deuxième tranche, est le fait que l'hydroxychloroquine, qui maintenant a clairement été dont on a montré l'inefficacité dans le cadre du traitement des patients hospitalisés, et je répète, parce que le traitement a été étudié seulement chez les patients à l'hôpital, donc avec des maladies relativement avancées ou très avancées, et dans le cadre du traitement. Maintenant, par contre, on sait que il y a plusieurs essais en cours ou planifiés pour la prévention, dans le cadre de la prévention. Et donc, dans cette revue systématique qui est en cours, qui n'est pas encore publiée, on a répertorié quelques 85 études programmées dans le cadre en tant que prévention, et dont 56, donc 56 sur 85, ont au moins un bras avec l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Et certaines études sont ce qu'on appelle des méga-études, il y en a 5, dont la taille d'échantillon est supérieure à 10 000 patients. Parmi ces études, il y en a une qui s'appelle le COP, dont je suis investigateur, qui compare la chloroquine ou l'hydroxychloroquine au placebo. C'est une étude à double insu chez le personnel de santé. Les études, donc on vise à recruter 40 000 sujets, pardon. C'est une prophylaxie pré-infection. Donc, vous savez, il y a deux types d'études de prévention, ce qu'on appelle la PrEP et la PEP, donc avant ou après infestation, ou quand même risque d'exposition. Celui-ci étant avant, donc chez des sujets qui sont encore négatifs, mais qui sont exposés à un risque accru d'infection. Donc, il y aura, le but est d'avoir 20 000 patients sujets chloroquine versus 20 000 placebo, et 20 000 hydroxychloroquine versus 20 000 placebo. Les participants sont traités pendant 3 mois, 12 journalières, et bon, rapidement, le projet prévoit que pardon, les sujets participent, on leur donne on télécharge une application sur leur appareil mobile grâce à laquelle ils pourront enregistrer certaines données de façon quotidienne. Ils sont revus une fois par mois, et à chaque fois, on vérifie la situation et on redonne, on approvisionne le sujet participant avec le médicament actif ou placebo pour le mois suivant, et ceci sur 3 mois. On est très ambitieux parce qu'on prévoit de recruter des patients dans plusieurs continents à travers le monde, et on a d'ores et déjà quand même un certain nombre de sites en Afrique qui se sont manifestés pour participer à cette étude. Et pour ceux qui seront intéressés, je suis à votre disposition pour en discuter ultérieurement. Je pense que je vais m'arrêter ici et répondre aux questions. Merci.
Ok, merci beaucoup, professeur Oliaro. Merci, professeur Ntoumi. Je vous rappelle que les questions, on les pose juste en bas. Il y a l'icône Q et R. J'ai déjà 2 questions. En tout cas, on retient déjà de la présentation de professeur Ntoumi que l'Afrique peut et doit apporter beaucoup dans la recherche, mais il y a des défis qui restent à être relevés. On a vu également dans la présentation du professeur Oliaro que la dexaméthasone, contrairement à l'hydroxychloroquine, mais dans une population assez spécifique, chez des patients qui sont sévères, a montré son efficacité. Et il y a une question intéressante qui ressort de là que je vais, que je vais poser. Mais en même temps, comme l'a dit le professeur Ntoumi, est-ce que ces résultats-là sont transférables? Et ça va revenir dans la question. Alors, la première question que je veux poser, c'est au professeur Ntoumi. C'est une question, enfin, d'un participant qui trouve que, comparativement aux autres essais en Afrique, on a plutôt des difficultés de recrutement et on arrête les essais parce que pour mauvais recrutement. Donc, est-ce qu'au lieu de parler de renforcement des capacités, on ne devrait pas plutôt se pencher sur les problèmes de recrutement et de rétention dans les essais cliniques? Donc, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour évaluer les raisons de refus et trouver des moyens d'améliorer le recrutement pour les essais COVID? Voilà. Professeur Ntoumi, est-ce que ça a été clair? Oui. Alors, en ce qui concerne ce qui a été présenté, la diapositive qui a été présentée est une diapositive générale. Ce n'est pas une diapositive des essais sur Covid, déjà. C'est la situation des essais, de tous les essais cliniques qui sont menés sur le continent. Et donc, toutes maladies confondues, maladies infectieuses confondues. Donc, et dans cette slide, il ne me semble même pas d'ailleurs que Covid, les essais sur Covid-19 aient été ajoutés. Mais toujours est-il que il est quasi certain que beaucoup de sites qui vont être impliqués dans les essais vaccins ou thérapeutiques pour Covid-19 sont des sites qui ont déjà fait des essais cliniques auparavant. Et la carte qui a été présentée montre la force des institutions. Bon, là, ça a été présenté en termes de pays. Cela montre que il y a des pays où il y a beaucoup plus d'essais cliniques que d'autres, mais sur cette carte, ce sont les essais cliniques enregistrés, évidemment, les essais cliniques donc bien répertoriés. Et il y a certainement des activités, il y a des essais cliniques, dedans, il n'y a pas les essais cliniques qui ont, il n'y a pas eu de séparation entre les essais cliniques qui ont été arrêtés avant leur fin pour non-recrutement. C'est vrai. Maintenant, il est vrai aussi que les études de sciences sociales sont une des faiblesses dans les études menées en Afrique. Il y a besoin, entre sciences sociales et maladies infectieuses, il y a besoin là de renforcer, de mieux comprendre nos populations. On s'en est bien rendu compte avec Ebola. Et là aussi, le stigma avec Covid-19, il est rapporté, nous au Congo, on voit très bien comment il y a une stigmatisation de cette maladie. Et je lis que dans la presse, dans d'autres pays aussi, mais il n'y a pas d'études menées pour comprendre comment une maladie qui n'est pas honteuse est à ce point stigmatisée et est un frein. Donc là aussi, que pour un essai clinique, pour enrôler, quand on a honte de dire que ce sera compliqué. Déjà, de ce point de vue-là, voilà ce que je peux dire. Donc, il y a besoin de renforcer de toutes les façons les capacités en site et aussi en termes de recherche clinique, en termes de recherche opérationnelle. Je ne sais pas si Anani veut ajouter quelque chose. Oui, c'est juste montrer
l'impérieuse nécessité de la collaboration, et que, professeur Ntoumi, vous en avez parlé, collaboration, parce qu'on doit travailler vraiment de façon multidisciplinaire, peut-être même transdisciplinaire, ne pas rester juste dans les aspects de recherche clinique purement, mais tout ce qui est socio-anthropologique a son sens. Et aujourd'hui, effectivement, la question de la stigmatisation est une question un peu difficile à répondre. On ne comprend pas, comme vous l'avez dit, pourquoi cette maladie-là devient stigmatisante. On a d'autres questions. Une question, je pense, pour le professeur Oliaro. Peut-on extrapoler les résultats de l'essai Recovery à l'Afrique, qui a une population beaucoup plus jeune avec des comorbidités différentes? Donc, je pense que c'est ce qu'il essayait de dire. Professeur Oliaro, vous avez entendu la question? Oui. J'ai lu aussi la question. Complètement. Vous avez absolument raison. C'est un peu aussi le message qu'on a essayé de faire passer et qui là, je reviens à ce que Francine disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le fait que ce qui est important est que en Afrique, c'est une histoire de pertinence. On a un profil de patient en Afrique qui est différent par rapport, par exemple, à l'Europe, aux États-Unis. Comme vous dites très bien, plus jeunes, les morbidités sont différentes. Et on a aussi, d'après les interactions avec les collègues en Afrique, une certaine évidence que la maladie ne se présente pas de la même façon en Afrique qu'en Europe. Voilà. Est-ce à cause du fait que la tranche d'âge est différente, que la population est différente? Y a-t-il d'autres différences? Difficile à dire à ce stade. Il faut absolument vérifier et étudier ça. Et je pense que il y a d'ores et déjà en Afrique plusieurs réseaux qui sont représentés aujourd'hui et d'autres qui ont renforcé et qui ont aidé à renforcer les capacités en Afrique à faire de la recherche clinique. Mais quand je parle de recherche clinique, c'est la recherche clinique, c'est pour étudier les maladies et pas seulement faire des études cliniques. Donc, bien sûr, si on a la capacité de faire la recherche clinique, on peut faire aussi des études cliniques. Mais les deux sont importants. Et ces capacités existent d'ores et déjà en Afrique. Il faudra les renforcer, bien sûr, parce que de par, si vous voulez, la spécificité de la maladie Covid, mais en général, elles sont là. Et donc, et dont la nécessité d'aller étudier le profil de la maladie qui est plus pertinent pour l'Afrique. Et par exemple, aussi faire ce que l'on ne fait pas en Europe, et dont on aurait besoin aussi en Europe, est d'étudier le devenir des patients qui ne sont pas hospitalisés, mais qui sont traités à la maison, voire par exemple dans des centres de santé plus périphériques, etc. Et comment est-ce qu'ils réagissent, quels sont les besoins en termes de traitement, de suivi pour ce genre de patients, par exemple. Et la dernière chose que je voulais dire est que ce qu'on constate, ce qui n'est pas exceptionnel pour le Covid, mais en général, et pour le Covid quand même, devient encore plus important, c'est que les petites études, ça ne sert pas tellement à grand-chose. C'est des études multicentriques, multi-pays qui peuvent donner des réponses. Merci. OK, merci, professeur Oliaro. Donc, nécessité de faire de la recherche spécifique à l'Afrique, nécessité aussi de faire des collaborations pour avoir des études plus larges. Et ça aussi, ça permet d'avoir des résultats plus rapides et donner de la puissance à nos résultats. Alors, toujours des questions. Une question, comment comptez-vous pallier aux rumeurs qui enflamment les résistances de nos populations? Voilà, c'est ça. Donc, on en a parlé un peu, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer d'atténuer ces rumeurs et de pouvoir donner une réponse? Ma réponse serait déjà
là, je donne par exemple l'exemple du Congo, la République du Congo, Brazzaville, où on ne voit pas les personnes malades de Covid-19. Ce qui fait que, effectivement, pour beaucoup dans la population, ils nient la présence de la maladie. Donc, parce que comment se fait-il qu'on voit des malades européens quand on regarde les chaînes européennes et qu'on ne voit pas les malades congolais? Donc, ce n'est pas vrai. Donc, au départ, il y a eu une mauvaise communication. Bon, il y a le secret médical, certes, mais la population ne comprend pas, qui ne connaissent pas. Personne ne peut dire je connais un malade Covid ou n'ose dire qu'il connaît un malade Covid. Donc déjà, donc là, évidemment, ça alimente la rumeur. Donc il faudrait une communication ciblée, une meilleure communication. Mais je pense il y a eu, les débuts ont été ratés. Parce que maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en communication, mais je ne sais pas comment rattraper. Il faudrait pour présenter que les gens assument. Il y a des guéris. On sait qu'on a tous des guéris dans nos pays, mais on n'a jamais vu un malade et un guéri. Alors, donc, il faudrait pouvoir faire comprendre à la population que la maladie existe, et puis qu'on en guérit, on n'en meurt pas obligatoirement, et que ce n'est pas une maladie honteuse, mais pour ça, il faudrait effectivement des socio-anthropologues qui comprennent, qui puissent trouver les messages qui touchent justement efficacement la population. Et vraiment là, ça montre le besoin d'experts en sciences sociales et adaptés à chaque population, visiblement. Voilà, ça serait ma réponse. Ok. Professeur Oliaro, aura quelque chose à rajouter? D'accord, ok. Donc, pardon, et je me suis aperçu aussi du fait que j'avais pas mis ma vidéo. Je suis désolé. Voilà. Ouais, ça, c'est bien mieux. Donc, parce que j'étais avant en partage d'écran. Je pense que bon, il y a certaines spécificités qui peuvent être africaines, mais d'autres qui sont aussi plus générales. Hein. C'est pas que tout ça arrive seulement en Afrique. Mais ce qui est important, je pense, c'est la mobilisation de la population. Le fait qu'on comprenne déjà d'abord que la communication soit faite de façon à ce que, non pas seulement les scientifiques, mais aussi les autorités, etc., communiquent avec tout le monde sur l'importance de cette maladie. Mais l'importance, ça ne veut pas dire justement de stigmatiser les patients, etc. Je pense que certains pays sortent aussi d'épidémies auparavant qui étaient beaucoup aussi plus, et qui sont beaucoup plus meurtrières et plus chargées. Je pense bien sûr Ebola, etc. Et même les pays qui ne sont pas foncièrement touchés par ce genre de maladie, il y a quand même eu des échos autour de ça. Donc, la communication est effectivement primordiale. Ok, d'accord. Donc, la communication est essentielle et il faut impliquer les sciences sociales pour pouvoir répondre à cette question. Oui. Il y a multidisciplinaire comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir actuellement combien d'études cliniques sont réalisées en Afrique et quelles sont les molécules utilisées. Je ne sais pas, professeur Ntoumi. Alors là, je ne pense pas pouvoir répondre directement à cette question. Alors, on est en train effectivement de regarder. Vous savez, il y a des registres, les registres d'études cliniques. On a un registre des études cliniques, clinicaltrials.gov, l'OMS, etc. On regarde ça. On a fait ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la prévention. Il y en a aussi il y a des gens qui regardent aussi ça pour des études de traitement. Mais je ne suis pas en mesure de répondre exactement à cette question.
par rapport, on peut dire quand même, dans des gens qui ayant vu ce que j'avais vu, qu'il n'y en a pas assez. Et que effectivement, voilà, comme on a dit tout à l'heure, il faut s'engager davantage pour mener des études cliniques en Afrique, justement pour répondre aux spécificités de la réalité africaine. Tout à fait. Le premier essai clinique vaccin a eu lieu, là, a commencé en Afrique du Sud. Alors, par contre, la situation de vaccin est différente parce qu'effectivement, en Afrique du Sud, on a… Oui. Ok, d'accord. Je pense que dans tous les cas, il y a vraiment cette nécessité de faire beaucoup plus de recherches en Afrique. On va continuer avec les questions. Je pense qu'on est arrivé à l'heure, mais bon, on va peut-être prendre quelques minutes supplémentaires pour pouvoir épuiser nos questions. Il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à plusieurs pays. On a vu des politiques prendre le devant sur des questions scientifiques. Et donc, quels sont les impacts de telles postures politiques sur les projets de recherche? Bon, il n'y a pas eu de nom qui a été cité, mais on a vu dans plusieurs pays des politiques se mettre devant. Est-ce que ça a un impact sur la recherche clinique? La réponse courte est oui, énorme. Et là, encore, ce n'est pas une spécificité africaine, c'est vraiment une pandémie. Donc, c'est une pandémie non pas seulement virale, mais c'est viral aussi dans le sens plus moderne du terme. Par exemple, si on prend ne serait-ce que l'étude COV, on a été bloqué plusieurs semaines durant à cause de plusieurs choses. Primo, cette étude franchement bidon qui a été retirée ensuite dans le Lancet qui montrait, toujours dans le cadre du traitement, que l'hydroxychloroquine en fait était un facteur de risque pour les patients. Cette étude a déclenché une série de réactions immédiates sans vérifier que effectivement ces données étaient probablement fausses, à tel point que l'article a été retiré du Lancet, néanmoins. Et puis ensuite, les résultats aussi de l'étude Recovery qui montrent que le médicament, l'hydroxychloroquine, ne marche pas pour le traitement, sans que l'on fasse la différence entre traitement et prévention. Et avec toutes les rumeurs qu'on a eues aussi sur l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine auparavant avec certains présidents de certains pays qui ont fait la promotion active de ce traitement sans en avoir des éléments. Ceci rend les choses vraiment très difficiles. Si je peux me permettre, parce que j'ai vu passer d'autres questions aussi sur la chloroquine, l'une était sur le mécanisme d'action, donc il est probablement double. On a des données in vitro qui montrent qu'il y a une activité directe sur le virus, mais on sait aussi que c'est un médicament anti-inflammatoire. On l'utilise notamment depuis plusieurs années, non pas seulement en tant qu'antipaludique, mais aussi dans le cas de maladies inflammatoires chroniques à des doses plutôt élevées. Les résultats, on commence juste après tout c'était un peu le parcours du combattant pour arriver finalement à commencer les études à cause justement des interférences dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Professeur Ntoumi, un mot sur cette question de l'impact du politique sur la recherche à travers les prises de position. Votre micro est fermé. Ce que a dit Pierrot est vrai, quoi. Enfin, là, j'ai trouvé que la voix des scientifiques était à peine audible, ou c'était une telle cacophonie que, voilà.
il fallait presque parler science de manière ou se poser des questions de manière secrète. Il y a eu un vrai chaos, enfin. Et surtout pour nous, en Afrique, où nous nous battons pour montrer que les scientifiques sont importants, qu'il faut tenir compte de leurs décisions, l'image qui a été donnée n'a pas été très encourageante. Voilà. Donc, bon, mais voilà, c'est mon commentaire. D'accord. OK, vous pouvez garder la parole pour répondre à cette question sur le suivi immunologique des guéris. Je ne sais pas s'il y a le suivi immunologique des guéris. Est-ce qu'il y a une étude? Bon, en Afrique, j'ai pas avant, je ne sais pas, Pierrot, est-ce que tu as vent d'études de suivi immunologique? Bon, dans l'étude, en Afrique. on fait Solidarity, tout protocole de l'OMS, il y a une grande étude séro-épidémiologique sous le parapluie, je ne sais pas comment ça, de l'OMS, Solidarity tout protocole, et où là, il y a des différents groupes, il y a des asymptomatiques, des patients, et là, effectivement, il y a des groupes qui ont des patients suivis, donc guéris, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu encore de publication, mais il y en aura. Donc, je sais qu'en Afrique, en tous les cas, il y a au moins 3 pays impliqués dans Solidarity to Study. Il y a le Gabon, le Cameroun, le Congo, et bon, et certainement d'autres, mais pour le moment, je sais que ces 3-là ont des études en cours. Je ne sais pas si Pierrot a... non, pas grand-chose à rajouter, sauf que on s'est aperçu depuis quelque temps que il fallait, il y a 2 éléments, si on veut, primordiaux qu'on connaît très mal de la maladie Covid, et c'est justement ce qui se passe après la maladie et ce qui se passe chez ceux qui ont une maladie moindre par rapport à ceux qui sont hospitalisés. Et donc maintenant, on commence à investir aussi dans ces 2 domaines. Et j'ai vu qu'effectivement, aussi certains bailleurs de fonds commencent à s'activer là-dessus, à encourager des études justement pour le suivi des patients, à la fois immunologiques, mais aussi en général pour tout ce qui est séquelles, etc., surtout par rapport aux patients qui ont été hospitalisés et qui ont eu des maladies avancées graves. OK, je pense qu'on va peut-être encore rester pendant 5 minutes pour pouvoir atteindre 15, pour rattraper notre retard. Professeur Toliaro, avez-vous répondu à la question concernant l'essai COP-COP? Est-ce que vous avez déjà des résultats, même parcellaires? Et sinon, c'est quand vous aurez les résultats? Oui, j'ai répondu tout à l'heure juste pour dire qu'effectivement, on commence seulement maintenant. On essaie de rattraper le retard. On avait commencé à recruter en Thaïlande avec la chloroquine et au Royaume-Uni avec l'hydroxychloroquine. On était bloqué par cette vague de problèmes engendrés effectivement, surtout par cette première article dans le Lancet. On recommence les recrutements maintenant. Vous avez vu un peu l'étendue et les ambitions aussi pour ce qui concerne, pour ce qui est des pays où on voudrait commencer à recruter des patients. Mais la réponse est non, pas encore. On recommence maintenant et on essaiera de rattraper le temps perdu. OK, je pense qu'il y a une question concernant la chloroquine et l'azithromycine dans la pratique, selon celui qui pose la question. Les 2 molécules sont utilisées. Est-ce que, je pense qu'il voulait dire recovery, il a dit discovery. Pourquoi on n'a pas fait un bras chloroquine-azithro? Dans l'étude recovery. Oui, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Alors,
De toute façon, ça, je peux pas répondre à la question. Comme j'ai dit, je fais pas partie de l'équipe de cette étude. Donc, ouais. Ok. Et je veux rappeler quand même que pour l'étude Recovery, la population d'études, c'était des patients hospitalisés, des patients sévères. Ce qui a été fait jusque-là par rapport à la chloroquine, c'était chez des patients, en tout cas pas dans cet état-là. Donc, il y a quand même ça à préciser et il faut faire attention à ces résultats. Ok, je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je voulais poser une question au professeur Ntoumi par rapport à la recherche en Afrique. C'est vrai, l'Afrique peut apporter beaucoup, doit apporter beaucoup, beaucoup de défis, mais qu'est-ce qui fait blocage? Pourquoi aujourd'hui on n'a que 0,4% de contribution alors qu'on pourrait faire plus que ça? C'est quoi le blocage en Afrique? Ah, le blocage. Ben, déjà, bon, là, on parle d'essais cliniques répondant aux standards. Donc, je pense que avec des organismes comme le DCTP, cela a vraiment boosté le nombre d'essais cliniques conduits en Afrique. Donc là, je pense que les chiffres 2020 doivent être un petit peu meilleurs comparés à cela. Ensuite, donc le personnel qualifié, il faut qu'il y ait plus de sites, plus de personnel qualifié, et puis les financements. Il faudrait que l'Union africaine ou qui est bon qui ait un investissement pour les essais cliniques en Afrique. Il ne faudrait pas qu'on attende, quand je dis on, donc les scientifiques africains, il faudrait que je pense qu'on ait plus de soutien aussi localement pour pouvoir mener aussi, par exemple, des essais cliniques. Là, on a beaucoup parlé en ce qui concerne Covid-19 de la médecine traditionnelle. Hein, ça a été un très, très gros débat. Et bon, il y a eu beaucoup de critiques justement entre on va dire, les médicaments importés du Nord, hein, en disant, oui, il faut une solution africaine. Et donc, c'est très bien de dire ça, mais avec quel argent? C'est là. Donc, j'espère que justement, que cette pandémie aura ouvert aussi les yeux de nos bailleurs de fonds locaux africains, de nos décideurs, pour qu'ils comprennent, OK, ils veulent qu'on trouve des médicaments sur la base de notre pharmacopée, mais il faut qu'ils mettent l'argent sur la table et qu'il y ait une feuille de route claire sur du long terme. On a bien vu que pour les essais cliniques, entre la recherche fondamentale et le produit fini, cela prend du temps et beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'on ait conscience de cela parce que là, on voulait qu'on trouve un médicament en un mois. Off, on trouve un médicament contre le Covid c'est complètement… Voilà. Donc, j'espère que cela nous servira notre plaidoyer, nous tous, pour pouvoir dire à nos décideurs, nous voulons travailler, nous voulons des solutions africaines, mais il faudrait des solutions africaines avec l'argent local. Africain. Absolument, absolument. Et je pense qu'on peut dire que pour ce qui est des ressources humaines, il y en a. Voici le professeur Ntoumi qui est là, plus à présenter. Et il y en a beaucoup comme ça qui ont les capacités. Donc, reste maintenant les ressources financières. Et là, on se tourne vers les dirigeants pour qu'ils puissent mettre à disposition tout ce qui est ressources financières pour permettre qu'une recherche soit faite spécifique en Afrique, adaptée à l'Afrique et tous les Africains. Ok, je pense qu'on va arrêter là. On n'avait plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez des mots, professeur Ntoumi, professeur Oliaro. Dernier mot. Merci beaucoup pour cette belle discussion, belle présentation et j'espère qu'il y aura une suite à ces échanges. Merci beaucoup. Absolument. Professeur Oliaro. Merci à tout le monde. Et s'il y aura d'autres questions auxquelles on peut répondre, on fera volontiers. On encourage justement les gens, les participants
à s'engager dans la recherche. Ouais, absolument. OK, en tout cas, merci beaucoup. Merci aux organisateurs, merci aux participants. Désolé encore pour le temps qu'on a pris. Je pense qu'on pourra avoir les présentations. En tout cas, on a vos emails parce que vous êtes inscrits et on va garder le contact. Vous pourrez nous poser des questions en off et on verra si on peut faire une suite pour ce webinaire. En tout cas, merci encore. Bonne journée, bonne soirée peut-être pour ceux qui sont dans des endroits où il fait déjà nuit. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye Au revoir. bye. Bye.